Les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur un plan ambitieux visant à accroître considérablement les investissements et les dépenses de l'Europe en matière de défense et de sécurité pour un montant pouvant atteindre 800 milliards d'euros. Cette réunion d'urgence à Bruxelles avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été organisée en réponse à la détérioration des relations transatlantiques et à l'annonce par les États-Unis de la suspension des livraisons militaires à Kiev. En attendant, on ne sait pas si les États-Unis fourniront un appui aux troupes européennes de maintien de la paix dans l'éventualité d'un accord de paix en Ukraine. Mais pour le président du Conseil européen, Antonio Costa, des garanties sont nécessaires pour préserver l'ordre mondial. First of all, the best security guarantee are the Ukrainians themselves. Since 24th of February 2022, the Ukrainian army is resisting. A lot of people believed at that time that they cannot resist more than 3 days, then more than 3 weeks. Now they are resisting more than 3 years. Because this war is not only about Ukraine, it's about the respect of international law, is the respect of international rules-based order. Pendant ce temps, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a bloqué les conclusions du sommet qui réaffirmait le soutien militaire sans faille de l'UE à l'Ukraine en insistant que l'Europe s'isolait de la Russie, des États-Unis et de la Chine. Mais pour le président du Conseil européen, c'est la Hongrie qui était isolée du reste de l'Union. Hungary is a different strategic approach on Ukraine. But that means that Hungary is isolated among the 27. And we respect Hungary's position, but it's one out of 27, and 26 are more than one. President Zelensky thanked EU leaders for their unwavering support at a time described by President Macron of France as a new era of uncertainty. Sources also told Euronews that President Zelensky floated the idea of a 1 million man strong Ukrainian army supplied and supported by the West as any potential peace plan for his country. Shona Murray, Euronews, Brussels. Après avoir assisté au sommet européen sur la défense ce jeudi à Bruxelles et s'être personnellement entretenu avec Emmanuel Macron et Bart De Wever, Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue de nouvelles discussions avec les États-Unis lors d'une rencontre prévue en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Le président ukrainien y rencontrera préalablement le prince héritier Mohammed Ben Salman. Si l'Union européenne organise son réarmement et a réitéré son soutien à l'Ukraine lors de la réunion bruxelloise, les États-Unis, de leur côté, entendent participer à la définition d'un accord de paix en Ukraine depuis Riyad. Une semaine après un échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Washington affiche son optimisme quant à la reprise du dialogue avec Kiev. President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step, and from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Depuis le bureau ovale, Donald Trump, qui a annoncé quelques jours auparavant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, s'est dit confiant quant à la conclusion d'un accord de paix que ni Kiev ni Moscou ne seraient en mesure de refuser. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a different way that only I know, they have no choice either. Alors que les relations transatlantiques ne cessent de se dégrader et que Washington remet en cause son engagement au sein de l'OTAN, les dirigeants européens ont approuvé l'adoption d'un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, et ce malgré les résistances du Premier ministre hongrois Viktor Orban et de son homologue slovaque Robert Fico. L'Allemagne, engagée dans une augmentation massive de ses investissements de défense, s'est dit prête à compenser en partie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. C'est un débat hautement stratégique ouvert par le président français. Emmanuel Macron veut étudier avec ses partenaires européens la possibilité d'étendre à l'Union la protection de la dissuasion nucléaire française.
En Europe, 2 pays disposent de l'arme atomique, la France et le Royaume-Uni. Paris détiendrait 290 ogives et Londres 225. Mais les deux capitales ne disposent pas de la même légitimité politique. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union, ni de la même marge de manœuvre stratégique. La France dispose d'un arsenal qui est considéré comme autonome. La Grande-Bretagne, la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a développé son arsenal en collaboration avec les États-Unis et elle a besoin de l'infrastructure et d'une assistance des États-Unis pour pouvoir faire fonctionner son arsenal nucléaire. Et un certain nombre d'experts considèrent que si les États-Unis s'opposaient à une utilisation, la Grande-Bretagne ne pourrait pas aisément utiliser ses charges nucléaires. Les armes britanniques peuvent être lancées à partir de sous-marins, une option dont dispose la France, mais Paris peut aussi recourir à des chasseurs bombardiers pour larguer ses engins atomiques. Toutefois, élargir la dissuasion nucléaire française entraînerait une profonde réflexion politique et doctrinale. Si on étend le parapluie nucléaire, ça signifie qu'on est prêt à utiliser des armes nucléaires pour protéger potentiellement un État européen ou un État de l'OTAN, mais ça signifie qu'en contrepartie, on s'expose à un risque de représailles de la part d'un État tel que la Russie, potentiellement, et ça signifie qu'à ce moment-là, la Russie pourrait, de nouveau c'est assez hypothétique, mais pourrait tirer des charges nucléaires contre le territoire français, contre une ville française par exemple. Le professeur estime que les ogives françaises et de surcroît britanniques sont suffisantes pour dissuader un adversaire car ces armes sont extrêmement puissantes. D'autres voix jugent en revanche que le rapport de force reste insuffisant face aux 4380 têtes nucléaires russes pour réellement écarter une menace atomique. Après les affrontements violents qui ont éclaté dans le nord-ouest de la Syrie jeudi, les forces de sécurité ont exécuté 52 hommes ce vendredi, selon l'Observatoire des droits de l'homme syrien, dans la région de Latakia, connue pour être le bastion de la minorité alaouite, à laquelle appartient l'ex-président déchu Bachar al-Assad. Le nouveau gouvernement de Mohamed el-Bachir y a dépêché des patrouilles et lancé d'importantes opérations de ratissage. Le couvre-feu décrété a été prolongé jusqu'à samedi. Ces combats sans précédent sont les plus meurtriers depuis le départ de Bachar al-Assad, renversé en décembre dernier après 13 ans de guerre civile par des groupes rebelles. Rétablir la sécurité dans ce pays profondément divisé reste un défi majeur pour le nouveau gouvernement en place. Donald Trump a annoncé jeudi un nouveau report de ses droits de douane pendant un mois sur la majorité des produits mexicains et un certain nombre de produits canadiens. Il avait déjà annoncé la veille un report similaire pour les constructeurs automobiles de ces deux pays, qui devrait leur permettre de rapatrier leur production sur le territoire américain, selon un responsable de la Maison-Blanche. Donald Trump affirme que ce rétropédalage n'est pas lié à la réaction négative des marchés boursiers, lui qui a pourtant l'habitude de surveiller de près les mouvements financiers. No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong with what's happening here. Now, these are countries and companies, foreign companies, that have been ripping us off, and no president did anything about it until I came along, and then I did a lot about it. Le Canada maintient sa première vague de droits de douane de rétorsion sur 30 milliards de dollars de produits américains. Suite au report annoncé jeudi par Donald Trump, le gouvernement canadien a cependant annoncé la suspension de la deuxième série de taxes sur 125 milliards de dollars de produits. La Chine, ciblée par des droits de douane de 20%, a par ailleurs mis en garde Washington dans une déclaration sans équivoque. 相互尊重是国与国交往的基本准则，也是中美关系的重要前提。任何一个国家都不能幻想一边对华打压遏制，一边又与中国发展良好关系。这种两面人的做法，不仅不利于双边关系的稳定，也无法建立起彼此的互信。 Également dans le viseur de Donald Trump, l'Union européenne a fait savoir qu'elle répliquerait fermement à tout droit de douane à son encontre. La Commission européenne doit annoncer le 19 mars un nouveau plan pour l'acier, un secteur déjà en difficulté qui serait particulièrement vulnérable à une guerre commerciale avec les États-Unis. Le pape François entre dans sa 4e semaine d'hospitalisation pour une double pneumonie.
Si le pronostic des médecins est réservé, l'état de santé du chef de l'Église catholique reste stable et celui-ci n'a pas subi de nouvel épisode d'insuffisance respiratoire. Le Vatican a précisé qu'il se consacre à quelques activités de travail et alterne repos et prière. Depuis son admission à l'hôpital Gemelli à Rome, le souverain pontife n'a fait aucune apparition publique et n'a notamment pas pu présider la cérémonie du mercredi des cendres qui marque le début du carême catholique. Toutefois, dans un enregistrement sonore diffusé ce jeudi depuis la place Saint-Pierre à Rome, où il a pour habitude de s'adresser aux fidèles, François a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont prié pour son rétablissement. Cette prise de parole, dans sa langue maternelle, l'espagnol, est la première que le pape adresse aux catholiques depuis le début de son hospitalisation, le 14 février dernier. L'entreprise américaine SpaceX a perdu le contact avec une autre fusée jeudi. Le vaisseau spatial Starship, long de 123 mètres, a explosé en plein vol au-dessus de la Floride, mais aucune victime n'a été signalée. Cet incident survient près de 2 mois après une explosion similaire au-dessus des Caraïbes, lors du précédent vol d'essai de SpaceX. Dans un communiqué, l'entreprise d'Elon Musk évoque un désassemblage rapide et imprévu de Starship durant son ascension. Le centre de contrôle a alors perdu tout contact avec l'appareil, qui était en route pour l'océan Indien. L'administration de l'aviation américaine a suspendu plusieurs décollages et ralenti des avions pour limiter les risques de collision avec les débris. Seul succès de ce 8e vol d'essai, SpaceX a de nouveau réussi à récupérer le premier étage de sa fusée sur le pas de tir, dans une manœuvre spectaculaire.